Bonjour Thierry, bonjour Victoria, je suis ravi d'être avec vous et toute la Suisse pour cette keynote sur un petit peu le futur du marketing. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute, un think tank digital basé à Paris mais qui opère internationalement et quand nous ne voyageons pas de par le monde pour décrypter, identifier les innovations, les tendances, les bonnes pratiques. On partage tout ça tout simplement lors de conférences, un petit peu comme vous aussi aujourd'hui avec Marketing 22, avec des trend reports, avec des formations, avec effectivement notre lab d'innovation et puis évidemment un membership. Et je suis fier d'annoncer effectivement que depuis quelques semaines, nous avons avec Thierry et Victoria lancé une déclinaison du membership du Hub Institute en Suisse. Voilà, pour vous apporter le meilleur de nos trend reports, nos décryptages et puis vous donner accès aussi à nos événements à distance, en live ou en replay. Ravi aussi évidemment de pouvoir prendre les inputs de l'innovation qui peut se passer effectivement en Suisse aussi. On le suit sur la joaillerie, la bijouterie, l'horlogerie. Voilà, beaucoup de choses qui nous intéressent aussi. Alors pour en revenir à notre keynote, effectivement déjà avant de prendre la parole, avant de communiquer et de marketer, il faut bien comprendre que le monde change énormément. On va d'ailleurs parler de monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. D'autres vont même nous parler de permacrise, cette crise permanente. On voit que effectivement le Covid a été un accélérateur incroyable du changement. On peut parler du e-commerce, on peut parler de la façon de travailler. Certains nous avaient dit que 2020 était la pire année de l'histoire chez Time. Bon, on a vu que 2021, voire 2022, était malheureusement pas mal non plus. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette crise a fait qu'amplifier et accélérer les disruptions qui étaient déjà présentes. Une disruption sanitaire, on est encore un petit peu dedans, une disruption du travail, on le voit avec le télétravail, la recherche de sens, la grande démission, une disruption numérique, le marketing digital, les réseaux sociaux, la vidéo live, le e-commerce et une transition durable. Tout ça en plus avec des disruptions géopolitiques, entre autres avec l'Ukraine. Ça fait beaucoup et en même temps, comme dans toute crise, il y a aussi énormément d'opportunités. Mais revoyons d'abord ces différentes disruptions. Une disruption sanitaire. Clairement, on voit malheureusement que le Covid-19 a généré ou a entraîné de nombreux décès. Alors ça s'améliore un petit peu plus dernièrement avec toutes les actions qui ont été mises et puis les différents vaccins. C'est aussi une mise en danger d'une partie des entreprises qui ont vu leurs magasins fermés dans certains cas, qui ont eu des problèmes de rupture et d'approvisionnement. On pense à nos amis de la restauration, de l'hôtellerie, du voyage. Et on voit que le retour à la normale ne va pas se faire avant longtemps. On voit que Shenzhen vient juste d'annoncer le reconfinement de 16 millions de personnes pour 60 cas là-bas. On voit qu'il y a encore des jauges. On voit que d'ailleurs la Russie ne peut pas être survolée. On voit qu'on a des restrictions de déplacement. On a encore de la distanciation sociale. Donc ça va revenir à la normale, mais pas avant, malheureusement, un petit peu de temps. Et donc on voit que nos usages, nos attentes en tant que consommateurs évoluent et qu'effectivement d'un seul coup on redécouvre un petit peu notre chez nous. On va beaucoup y bricoler, beaucoup faire de déco, on va redécouvrir la cuisine, on va aussi essayer de retrouver un petit peu de sérénité dans ce monde très anxiogène avec le développement personnel, avec le yoga, avec la lecture ou les jeux vidéo. On voit d'ailleurs une explosion aussi de l'intérêt pour la gestion financière de la part des consommateurs, voire des plus jeunes. On a vu une explosion des petits porteurs en France. On a vu Robinhood aux États-Unis qui a vraiment démocratisé l'accès à l'investissement en bourse ou dans les cryptos, avec évidemment tout, on va dire ce petit chaos. On voit que sur YouTube, vous avez énormément de chaînes sur comment investir en immobilier, comment investir dans les NFT, dans les cryptos, dans la bourse. On voit que finalement, il y a une grande attente d'un nouveau public plus jeune qui a resté aussi confiné, qui cherche aussi à diversifier tout simplement ses revenus. Donc là, on voit que les banques ne sont pas forcément au rendez-vous. On voit une santé qui explose ou qui change avec la e-santé, tout simplement avec l'IA et la data. On va faire des diagnostics à distance avec la télémédecine. On va utiliser la réalité augmentée ou virtuelle pour former les experts. On va utiliser des assistants robotiques. On va faire des diagnostics avec de l'IA. On va travailler sur la prévention
dimension de bien-être. Et là, on voit que tous les géants digitaux sont en train de s'y mettre, avec Amazon en tête de lead, qui est en train d'investir très très fortement sur la santé, avec le rachat de PillPax, par exemple, de la pharmacie, de la livraison de médicaments en ligne, avec Amazon Care, sa propre assurance santé. Puis on voit une explosion du business en termes de start-up, où là, on a plus de 46 licornes, dont des start-up qui valent plus d'1 milliard de dollars autour de la e-santé, avec évidemment beaucoup les États-Unis, où c'est un marché énorme, et puis la Chine, qui sont très représentés. Et puis on voit des évolutions aussi, avec par exemple le CBD, ce cannabiol, donc sans THC, qui se popularise dans un certain nombre de pays et se transforme même en marque, en produits cosmétiques ou en croquettes pour chiens, comme on l'avait vu chez Petco aux États-Unis en janvier. La deuxième chose, c'est une disruption du travail. On voit que effectivement, beaucoup de gens se sont posés beaucoup de questions pendant cette période de confinement et continuent de s'en poser avec ce climat un petit peu anxiogène. Alors, on va bien au-delà du sujet du télétravail, surtout que là, il n'est pas forcément choisi quand il est subi, pas toujours dans les bonnes conditions, avec des problèmes d'équipement, d'appartement, d'isolement, voire de difficultés quand on a une famille ou des enfants à gérer en parallèle de son travail. On voit qu'aux États-Unis, même aux États-Unis, où la culture du travail est vraiment ancrée comme jamais, eh bien, on a une grande démission. C'est un choc qui est un petit peu comme un mai 68 là-bas, où on a 4 à 5 millions, certains mois, d'Américains qui quittent leur job tous les mois parce que ils ont envie de prendre du recul, ils ont envie d'aller tout simplement dans une ville moins chère, d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir plus de temps pour eux. Ils refusent finalement certaines mauvaises conditions de travail, comme effectivement les chauffeurs routiers, les chauffeurs Uber, ou dans les entrepôts, ou dans le retail, et puis peut-être un manque de sens pour les cadres supérieurs qui se reposent la question finalement de l'intérêt de faire du Excel ou du PowerPoint toute la journée. Du coup, le rôle de manager doit changer encore plus vite pour accompagner ces changements. Il doit devenir animateur de relations humaines, innovateur, garant des process, optimisateur des ressources comme avant. Mais il suffit plus juste de commander, d'initier, de contrôler, de décider. Désormais, il va falloir aussi inspirer, rassurer, coacher, déléguer. Et là, on va devoir être au service du business. On va devoir être plus entrepreneur, trouver des solutions tous les jours, socio-coach, être en empathie avec ses équipes, techno-agile, utiliser cette data, cette IT pour être plus performant. Bref, il va falloir être soutien et exemplaire dans le changement. Clairement, on n'avait pas l'habitude d'être très innovant dans les très grands groupes. On était plutôt là pour réduire les risques. Et désormais, c'est dans un monde en risque qu'il va falloir être agile, flexible, tester de nouvelles choses. On voit bien que les compétences n'arrêtent pas d'évoluer. En l'an 2000, le digital, c'était 3 postes, webmaster, référencement, acheteur média. Depuis, c'est énormément de nouvelles compétences autour de la data, autour de l'UX, autour de la e-réputation, du CRM. Et donc, on voit bien qu'il faut faire évoluer, progresser, changer nos entreprises, tout simplement parce que nous devenons toutes des entreprises de logiciels. En fait, nous avons tous de la donnée marketing, de la donnée logistique, de l'IT, de la data. Et donc, demain, il va falloir attirer les meilleurs profils et se battre face à Amazon, Facebook, Google, Apple pour attirer les meilleurs chez vous. Faute de quoi, vous serez avec des gens moins talentueux et certainement moins performants. La difficulté, finalement, face à ce tsunami de start-up, c'est d'accélérer sa courbe d'apprentissage. En fait, une start-up, souvent, elle connaît rien à un sujet et pourtant, elle va aller beaucoup plus vite que les anciens acteurs, tout simplement parce qu'elle a levé beaucoup de cash, elle peut perdre de l'argent, mais surtout, elle va tester, expérimenter, apprendre beaucoup plus vite que les grandes entreprises établies. Et ça, effectivement, ça change la donne. Ça veut dire qu'il va falloir devenir une organisation apprenante. Il va falloir mettre en place tout un tas de formats, du e-learning, des learning expéditions, des newsletters, pour vraiment faire évoluer en permanence les compétences hard skills, l'expertise technique, soft skills, les comportements, les savoir-être au sein de son organisation. Finalement, quand on se dit gagner en agilité, on a envie de faire une formation à l'agilité, on s'aperçoit trop souvent qu'on n'est pas agile, pas parce qu'on n'est pas formé, mais tout simplement parce que le management n'est pas agile, les outils ne sont pas agiles, les process ne sont pas agiles. Donc il va falloir peut-être faire évoluer sa culture, son mindset pour laisser plus d'autonomie aux équipes. On l'a vu pendant la crise du Covid, finalement on a laissé les gens, faute d'être capable de les contrôler, improviser, ça s'est plutôt bien passé. Il va falloir leur faire confiance, accepter de tester des choses et que tout ne fonctionne pas toujours, laisser un esprit d'initiative et vous verrez que les équipes deviendront agiles assez aisément. La difficulté finalement, c'est
face à cette disruption digitale, à cette disruption du travail, c'est de trouver le bon rythme de changement. Si vous n'allez pas assez vite et que le monde change plus vite que vous, vous serez en train de perdre du terrain. À l'inverse, si vous allez trop vite, attention à ne pas brusquer les gens. Et donc, on a le 70-20-10 chez Coca-Cola et Google. 70% du temps et de son énergie, on fait ce qu'on a l'habitude de faire parce que le business continue de tourner. 20%, on teste des choses qui ont déjà été prouvées ailleurs. Et 10%, on prend des vrais risques pour expérimenter. Cette culture, évidemment, elle va devoir aussi être plus inclusive par rapport aux femmes, aux seniors, à la diversité, à la mixité culturelle. Et donc là, il y a encore un effort à faire, même dans la Silicon Valley. Alors, on a une disruption digitale, elle n'est pas nouvelle, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans maintenant. On a des consommateurs connectés avec un mobile qui vont s'informer différemment, acheter différemment, être joignables différemment. On a des millions de startups ou de pure players digitaux, on parle de DNVB. On a la concurrence traditionnelle qui peut des fois aller plus vite que vous pour se transformer. On a ces géants du numérique, les Google, Apple, Facebook, Amazon, ou Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine, qui vont utiliser l'IA pour venir concurrencer d'autres industries. Alors, ça y est, le digital est devenu un marché énorme, 5 milliards d'internautes quasiment, 5,31 milliards d'utilisateurs de smartphones, 4,62 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. On l'a bien vu avec l'explosion du e-commerce, on ne peut plus voir ça comme un marché marginal, mais bien comme un marché qui continue de croître et qui devient de plus en plus important. Pourtant, cette vague, si elle a été saisie, en tout cas en France et aux États-Unis, par les grands groupes, on voit qu'au niveau des TPE et PME françaises, seuls 37% ont un site web, 9% un site e-commerce. On voit qu'il y a un gros retard, une grosse fracture numérique à résoudre. À l'inverse, les géants, et surtout les géants digitaux, si on regarde la Silicon Valley ou Seattle avec Microsoft, eux, ils ont accéléré, ils ont rebondi très vite après la crise de mars 2020. Ils n'ont jamais été aussi hauts en bourse, même si là, ça se calme un petit peu en ce moment. Et donc, ça va leur donner une capacité phénoménale. Quand on regarde les capitalisations boursières mondiales, Microsoft, Apple, Alphabet, donc Google, Amazon ou Tesla, sont vraiment la tête. C'est la tech qui s'impose définitivement face à la banque, face à l'industrie, face à l'énergie. Et ces moyens sont colossaux et leur permettent donc d'investir, de racheter des entreprises ou de faire de la R&D comme jamais pour pouvoir accélérer. Bref, face à cette disruption digitale, il faut se transformer, ce qu'on avait évoqué dans notre dernier ouvrage, le guide de la transformation digitale, et c'est beaucoup de chantiers à mener de front. On ne peut pas tout faire d'un coup, ça prend un certain temps, mais leadership, RH, technologie, industrie 4.0, data, marketing expérience client, mesure, il va vraiment falloir repenser son fonctionnement, son entreprise, son business model. À côté de ça, face à cette hégémonie des plateformes technologiques, on voit qu'on commence à se poser des vraies questions. Le big gouvernement commence à réagir face au big business et donc sur les sujets de pollution, d'optimisation fiscale, de fake news, de délocalisation, de droit du travail, on voit tout un tas de critiques, voire d'actions qui commencent à être menées. Alors en Europe, on est plutôt toujours pour plus de taxes et plus de régulation avec la Commission européenne, avec le RGPD par exemple. En Chine, il y a eu aussi une grosse reprise en main assez violente et autoritaire de la part du gouvernement face à une expansion désordonnée du capital, comme ils disent là-bas, et des inégalités trop visibles. On a vu la suspension de l'IPO portée par Jack Ma d'Alibaba pour On Financial, pour Alipay. On a vu des nouvelles régulations pour protéger les données, un petit peu comme le RGPD. On a vu des pénalités sur les entreprises qui détruisaient trop le travail des petites entreprises. Et aux États-Unis, on n'est pas encore là, mais on a vu en tout cas tous les grands décideurs des GAFA se faire convoquer au Sénat, être accusés d'hégémonie, de soutenir les fake news, de complotisme. Dans certains cas, ça va être intéressant à suivre. Bref, la tech est devenue plus que jamais un sujet de pouvoir entre les pays. On voit bien en ce moment avec la lutte d'information entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, sans parler des sujets de cybersécurité. Alors, on a aussi une disruption durable, et ça, évidemment, ça change tout. Alors, c'est pas nouveau, mais là, on voit qu'il y a une accélération des dérèglements climatiques, de la perte de biodiversité. On a évidemment un impact important et de plus en plus fort sur les êtres humains, sur leur logement, sur leur subsistance, et donc ça crée des tensions sociales. On peut d'ailleurs vraiment s'inquiéter de ce qui risque d'arriver avec la hausse des matières premières, le prix du blé, entre autres, pour le Maghreb. On se rappelle que la dernière fois qu'on a eu une hausse du blé en plus petite, on a eu les révolutions arabes. On voit que ce basculement, il est en train d'accélérer. On avait les ONG, les médias sociaux au tout début,
qui criait un petit peu seul dans le désert. Puis depuis, maintenant, on a les citoyens, les collaborateurs, les médias qui sont en train d'amplifier ces attentes. On a le régulateur qui est vraiment en train désormais de voter des taxes et des régulations, et les marchés financiers avec les ESG, par exemple, qui sont vraiment en train de suivre de près des activités trop polluantes. Clairement, les consommateurs, ils veulent de la transparence, ils veulent de l'utilité sociale, ils veulent du développement durable, ils veulent plus d'éthique et plus d'inclusion. Ça nécessite pour beaucoup d'entreprises de changer énormément de choses, de se remettre en cause, de aussi vérifier la qualité ou la virtuosité tout simplement de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants, et c'est pas évident. C'est pas évident non plus parce que désormais on a des lois, on a eu la loi climat et résilience en France, suivie du Green Deal européen le 14 juillet dernier, qui commence à vraiment donner des objectifs très clairs, chiffrés, avec des interdictions, avec des taxes. Par exemple, qu'on n'aura plus le droit de vendre des voitures thermiques en Europe après 2035. On n'aura plus le droit de faire de la publicité pour des véhicules thermiques après 2028. C'est la fin programmée pour les emballages jetables. Tout ça, ça va toucher effectivement énormément d'acteurs. Ça paraît loin, 2030, 2035, et pourtant, ça veut dire des énormes investissements, des énormes changements de business model pour changer des usines. Et en plus, on le voit avec la transition énergétique en ce moment, plus facile à dire qu'à faire, avec la difficulté d'accès au gaz, avec le nucléaire qui promet beaucoup, mais pose aussi un certain nombre de problèmes, et les énergies durables qui ne permettent pas forcément de stocker l'énergie quand on en a besoin. C'est effectivement les investisseurs qui vont faire de plus en plus attention à l'empreinte carbone, à tout simplement la bonne capacité à travailler sa stratégie durable et sociale. Et effectivement, on parle beaucoup de CO2. C'est important, cette réduction du CO2, mais en fait, on a plus de 17 objectifs de développement durable tels que les Nations Unies l'ont publié. Donc, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus riche. On ne pourra pas tout faire au niveau de chaque entreprise, mais chaque entreprise a à choisir 2, 3, 4 objectifs pour vraiment aider à apporter sa part et tout simplement répondre aux régulateurs, aux marchés financiers et aux consommateurs. C'est aussi la diversité, l'equity et l'inclusion. On a une volonté de justice sociale en termes de sexisme, de racisme, de soutien des minorités ou des handicapés. Il y a vraiment un gros effort à faire. Et là, autant on est en avance sur le durable en Europe par rapport aux États-Unis, autant les États-Unis sont déjà en avance sur nous, sur le sujet. Et là, on voit tout un tas d'entreprises retravailler leur marketing. C'est Gillette qui va dénoncer les stéréotypes de masculinité toxique. C'est Nike qui va défendre un joueur de football américain black qui s'est insurgé contre le racisme aux États-Unis et qui a été licencié et qui est devenu l'égérie de leur dernière campagne. C'est Microsoft qui va faire un joystick pour Xbox dédié aux handicapés. C'est Ariel qui va dénoncer les stéréotypes de genre et qui va proposer aussi aux hommes de faire la lessive. Et puis ça peut passer par des choses beaucoup plus simples, mais aussi très efficaces, comme Nike ou Victoria's Secret, qui vont pas hésiter à changer maintenant la morphologie de leurs mannequins en point de vente avec des personnes minces, plus rondes, avec des femmes enceintes, avec une plus grande diversité en termes de représentativité des clients. Bref, cette transition durable, elle est ambitieuse, elle est énorme, comme la transition ou la transformation digitale va nécessiter de mettre en œuvre énormément d'actions à tous les niveaux, de la direction en passant par les achats, la logistique, la communication, les parcours de vente et d'après-vente. Et puis pour terminer sur ce panorama un peu complexe, c'est aussi une disruption géopolitique en ce moment, on le voit avec le conflit, mais au-delà du conflit en Ukraine et en Russie, on voit qu'il y a des difficultés économiques qui s'amoncellent avec une inflation qui est de plus en plus importante, le coût des matériaux, on a une crispation et des tensions entre certaines religions, entre certains territoires, on n'oublie pas le Mali par exemple, ou Taïwan et la Chine. On a des guerres économiques entre certains blocs, les États-Unis et la Chine. On a aussi un sujet de surveillance technologique par les big tech, mais aussi par les big gouvernements. Et puis, en ce moment, effectivement, on a une pénurie de puces, on a une crise logistique, on a une problématique d'inflation des coûts des matériaux, des coûts de l'énergie, des coûts de l'alimentation. Donc tout ça, effectivement, c'est en train de grandir et ça va forcément impacter le business et donc le marketing des entreprises. Et puis nous-mêmes, des fois, on est assez contradictoire. C'est Kantar qui nous le rappelait. On dit qu'on veut plus de local et pourtant on est connecté aux plateformes internationales. On dit qu'on veut s'engager ou acheter
acheter des marques engagées et pourtant on veut acheter moins cher. Donc pas toujours simple entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, d'aligner nos actes, que ce soit pour les entreprises ou les citoyens. Bref, on est dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Il va falloir devenir antifragile, nous dit Nassim Nicolas Taleb, qui avait déjà écrit un premier livre sur le signe noir, ces événements un petit peu improbables qui changent le monde. Antifragile, ça ne veut pas dire de devenir des brutes résilientes, ça veut dire d'apprendre à naviguer dans un changement permanent, un petit peu comme l'eau. C'est de ne pas vivre les changements, les disruptions comme des obstacles, des difficultés, de la souffrance, mais au contraire, se dire qu'à chaque fois qu'il y a du changement, il y a des opportunités à saisir si on est assez agile, assez créatif, assez inventif pour pouvoir réagir et voir ça plutôt, bon, je ne dirais pas comme une bonne chose, mais en tout cas comme une chose intéressante. Alors face à ce panorama, évidemment, eh bien, il va falloir repenser son marketing. Et repenser son marketing dans un monde omnicanal. Parce que, effectivement, si on regarde les réseaux sociaux, ils n'ont pas arrêté de se multiplier, leur popularité continue de grandir. Alors, on a Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn, Twitch, Clubhouse, TikTok, Snapchat, et j'en oublie beaucoup d'autres, sans oublier les blogs, les forums, les messageries. Si on regarde Facebook qui commence à fortement ralentir, on est à 2,9 milliards d'utilisateurs dans le monde. On a toujours YouTube qui cartonne, WhatsApp, Instagram, TikTok qui a fait une phénoménale croissance avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. Snapchat qui est toujours là, Twitter, Twitch sur le live streaming. Et effectivement, quand on regarde les temps d'usage par mois et par utilisateur, on voit TikTok qui est même en train de dépasser en France Facebook 17,3 heures par mois par les utilisateurs. C'est assez phénoménal. Et effectivement, TikTok réinvente un petit peu après avoir eu Instagram qui nous disait « ma vie est meilleure que la tienne » avec des photos retouchées, toujours très esthétiques. Finalement, TikTok, c'est bien le symbole de son temps. C'est plus de proximité, d'authenticité, de fun, de partage. I used to wonder if I ever could be loved. Never gonna live up. Should I give up? Will I ever be enough? What I didn't understand is you love me as I am. I don't care what anybody thinks about me. You're the only one that I need. No, I don't care what anybody thinks about me. How could I be silent when there's all this joy inside my heart? How could I be quiet when you gave me light to pierce the dark? How could I be silent? I will not be silent. Even though my sin had left crimson, you washed away those stains in the grace you've given. Voilà, un vrai changement, on va dire, de paradigme. On n'est plus dans la culture de soi-même, mais c'est plutôt partager sa passion, partager son intérêt avec le monde entier. Et n'oubliez pas que la plateforme est en train de changer. Pour ceux qui seraient restés sur les lip-dubs et les chorégraphies il y a 3-4 ans, c'est plus du tout ça. Et 67% de la communauté mondiale a plus de 25 ans. Donc là, on est plutôt sur du 18-30 et c'est en train de vieillir de plus en plus vite, un petit peu comme Facebook à l'origine. Donc je vous invite vraiment à regarder TikTok avec un taux d'engagement et une viralité assez incroyable. C'est aussi l'explosion de la vidéo en live avec Twitch, avec YouTube Live, entre autres autour du gaming, mais pas que. Et puis tout simplement cette explosion aussi du live pour les entreprises avec le live stream shopping. Alors évidemment très inspiré du succès en Chine. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes plateformes avec des outils bien plus poussés. On a vu les États-Unis y aller tout doucement, de plus en plus de marques créer ces lives pour tout simplement recréer un petit peu cet engagement, cette interaction comme le téléshopping à l'époque ou comme dans le magasin avec un vendeur, mais à distance, en live ou en replay. Bref, on voit en ce moment une explosion de la passion, de la creator economy. En fait, on a tout un tas d'outils phénoménaux en mode SaaS pour quelques euros qui vous permettent de créer du contenu, diffuser du contenu, vendre du contenu, monter des vidéos, filmer des vidéos avec des drones, créer du e-learning. Et donc, on voit que ça va être de plus en plus compliqué pour les marques d'émerger face à ce déluge de contenu créé par les utilisateurs et du contenu de plus en plus professionnel par cette creator economy. Alors, c'est aussi potentiellement des relais ou des partenaires en termes d'influence avec lesquels travailler. En ce moment, on vit vraiment une période de remix où tout change, tout bouge, les frontières, on s'inspire, on repackage, on retouche. Remix. To copy, transform, and combine existing materials to produce something new. Remixing is everywhere you look. TikTok is remixing. You do your version of dance moves,
You lip sync to someone else's audio. You duet, literally. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Memes are remixing. You take a photo, you repurpose it, then someone else tries it, then there's a flood of everyone trying out combinations, including remixing other memes. When you take something old and use it in something new, that's remixing. Dancing in my room, swaying my feet. Remixing allows us to make music without playing instruments, to create software without coding, to create bigger and more complex ideas out of smaller and simpler ideas. Bref, voilà, on va tous devenir des DJ, tous avec cette capacité de remixer. Il va falloir effectivement aussi pouvoir suivre ce qui se dit sur ces réseaux sociaux avec du social listening ou avec des outils pour canaliser tous ces différents points de contact et pouvoir tout simplement suivre sa relation client sur tous les réseaux et être sûr qu'on a bien répondu à tout le monde. C'est Chatter qu'on a vu à la NRF en janvier à New York, qui est utilisé dans plus de 100 langues par Nike à l'international pour faire des études post-achat online ou offline. Donc c'est un chatbot qui est vraiment dédié que à l'analyse un petit peu de NPS. C'est effectivement pourquoi pas demain le retour des avatars, des chatbots mais en version améliorée. Et donc un avis Animatico qui venait de Suisse, justement sur le stand suisse au CES de la Swiss Tech, qui va nous faire des avatars assez dessins animés, assez fun pour tout simplement nous conseiller sur écran dans le point de vente. On va retrouver aussi la même chose sur les sites internet. Alors évidemment, derrière cette technologie, il va juste falloir trouver le juste milieu entre automatiser, simplifier les choses et des fois perdre un petit peu de l'humanité. Y a quelqu'un ? Insérez votre main dans le lecteur. Y a quelqu'un ? Je veux parler à quelqu'un. Y a quelqu'un ? Entrera en gare. Ah, excusez-moi, madame, je cherche quelqu'un pour... Bienvenue dans notre galerie commerciale. Welcome to our shopping center. Offrir à chacun un conseiller à qui parler, c'est ça ? Voilà, donc demain la différence, ça sera peut-être l'humain et c'est Apple qui l'a bien compris avec son programme Today at Apple qui est assez dingue. C'est toutes ces animations, ces speeches, ces formations, ces concerts qui ont lieu dans les différents magasins. 5 millions de personnes ont participé à une session. Il y a eu 600 000 sessions gratuites et pourtant, ça n'empêche pas d'Apple d'être un des plus rentables au mètre carré. Donc ça montre bien que le magasin, pour motiver les gens à venir, doit devenir un lieu d'événement, un lieu d'expérience. Alors évidemment, quand on parle de marketing, c'est aussi le mobile qui est devenu notre premier écran. Aux États-Unis, c'est 4h23 qu'on passe sur son smartphone en moyenne. C'est quasiment, vous voyez, 25% par an supplémentaires depuis plus de 10 ans. Sur ce mobile, on peut faire effectivement beaucoup de choses en termes de publicité et de marketing, si ce n'est qu'il faut avoir une vidéo verticale. Alors, on va pouvoir reprendre son spot télé, par exemple, recouper. Idéalement, si on avait pu le tourner en vertical en même temps qu'en horizontal pour la télé, ça serait mieux. C'est effectivement, pourquoi pas, faire un focus sur son produit. On va montrer des détails, tout simplement des routines, un savoir-faire. Et là, on voit le succès des tutos. C'est pourquoi pas surfer sur les tendances comme l'ASMR, ces vidéos où on va travailler sur la dimension sonore ou enfin travailler en collaboration avec un ou une influenceuse, ici Lena Situation avec Dior. Évidemment, le marketing évolue et on voit d'un seul coup de nouveaux acteurs proposer tout simplement d'acheter du média. Et là, c'est les retailers. Après Amazon, Carrefour en France, par exemple. Aujourd'hui, on a vu des annonces après Walmart, de Nordstrom et d'autres aux États-Unis. Tout simplement, c'est acheter du média là où les gens sont en train de faire du shopping. À partir du moment où on a eu une explosion du e-commerce, même pour l'alimentaire, on est passé de 6 à 10, 15% dans certains cas, ces sites Carrefour, Amazon et les autres ont beaucoup de trafic et donc en plus de référencer ces produits, on va acheter du média pour mettre en avant dans les résultats de recherche sur ces sites e-commerce, sur ces marketplaces, vos produits. Finalement, l'objectif est simple, c'est cette guerre pour l'attention. On a de moins en moins de temps, d'attention et de confiance en tant que consommateur. De l'autre côté, il y a de plus en plus de choix de produits, il y a de plus en plus de contenu, il y a de plus en plus de médias. Et donc, c'est toute cette difficulté à émerger. C'était l'ancien président de PepsiCo qui nous disait, pour une marque comme Pepsi, il suffisait de produire 4 campagnes télé par an. Et on avait 6 à 8 mois de délai avec $1 million pour chaque film. Désormais, on est passé à 4 contenus, puis à 4000, et on est passé de 8 mois à 8 jours pour tout simplement faire la même chose avec le même budget. En gros, il va falloir repenser sa façon de créer et d'amplifier son contenu. Il va falloir créer une
usine à contenu pour être capable d'aller sur tous ces canaux, dans tous ces formats. Il va falloir aussi simplifier l'expérience client. Si on regarde la musique, on est passé tout simplement du vinyle au CD, au MP3, au stream. Et donc, on voit bien que plus l'usage est simple, plus ça va fonctionner et moins on a besoin d'acheter de publicité. Et donc, il faut se dire que demain, le client ne nous compare pas juste à nos concurrents dans notre industrie, mais nous compare tout simplement aux usages dont il a l'habitude. Et quand on voit un Netflix, un Uber, un Spotify, un Waze, un Airbnb ou un Blablacar, on se dit qu'il y a un certain nombre d'acteurs traditionnels dans le retail, dans le luxe, dans la mode ou dans d'autres secteurs qui sont bien à la ramasse en termes d'expérience client, au moins sur Internet, en termes de simplicité, d'application, de mobile, d'achat ou de marketing. Je repense à Joe, par exemple, une startup qu'on a croisée à la NRF, une startup française qui permet quoi ? Tout simplement de repenser la façon d'acheter ses courses alimentaires, là où quasiment tous les sites aujourd'hui des grands supermarchés ou des hyper, il faudrait que j'aille voir pour Migros, vous proposent finalement de transcrire l'expérience du magasin avec des rayons. On va dans chaque rayon sélectionner les produits un par un et on met quasiment 30 à 40 minutes à faire ses courses en ligne. Eh bien, Joe pense côté utilisateur et lui nous dit en fait c'est pas comme ça que les gens font du shopping. Les gens en ligne, ils ont une problématique, un certain nombre de personnes dans le foyer, avec certaines fois des restrictions alimentaires, un certain nombre de repas. Et Joe va du coup vous proposer des recettes faciles à appliquer et en sélectionnant les recettes pour le bon nombre de personnes, pour le bon nombre de repas, eh bien Joe va automatiquement mettre dans votre panier le bon volume, le bon nombre d'ingrédients et vous allez passer moins de 3 à 4 minutes pour faire vos courses. Ça change énormément les choses. C'est repenser son expérience client et donc là, on le voit par exemple avec Tesla où vous pouvez, l'application mobile est tellement bonne. Deux objectifs, faire un test du véhicule ou l'acheter. Vous pouvez acheter votre véhicule en moins de 3 minutes sur Tesla. Je vous mets au défi de faire la même chose chez Audi, Mercedes ou BM avec leur pack d'options. Ce qui est intéressant, c'est finalement de dire que le marketing, c'est une taxe sur l'ennui. Plus vous êtes ennuyeux, plus vous allez dépenser de la publicité. Et quand on prend les grands du FMCG, Nestlé, P&G, Unilever, PepsiCo et Coca, ils dépensent beaucoup plus en marketing qu'en R&D, là où Amazon dépense beaucoup plus en R&D qu'en marketing. Je ne suis pas en train de dire que le marketing ne sert à rien. Avec 5,6% de son budget, 22 milliards, Amazon reste un des plus gros annonceurs aux États-Unis. Bref, il faut se poser les bonnes questions quand on veut faire du marketing omnicanal, du marketing sur le digital et social. Il faut se rappeler que les outils et les technologies ne font pas une stratégie. Il ne suffit pas de dire on va sur TikTok, dans le métaverse ou sur Facebook. C'est pas le stylo ou la souris ou Photoshop qui nous rendent créatifs, quand on est créatif, ça nous aide. C'est pas d'être présent sur les réseaux sociaux qui fait une stratégie social media. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Il faut planifier les choses avec une stratégie. Il faut écouter ses clients et les comprendre. En ce moment, leurs attentes changent perpétuellement et très vite. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les 5 sites, les 5 applications que vos clients utilisent le plus souvent ? Si la réponse est non, c'est que vous ne les connaissez pas bien, finalement. Est-ce que vous êtes capable de créer des expériences contagieuses ? Ça peut être un événement dans un magasin, ça peut être une vidéo, ça peut être une campagne. Est-ce que vous savez amplifier en own, earn et paid media ces campagnes? Est-ce que vous êtes capable ensuite d'animer vos communautés ou de fidéliser vos clients avec le CRM et d'évaluer tout ça? Please, pour demander la permission et d'avoir l'attention de vos clients, mais aussi pour les satisfaire. Et donc, ça peut passer tout simplement par l'instagrammabilité de votre point de vente et donner envie aux gens de se prendre en photo à l'intérieur pour faire du earned media. Ça peut passer par la modélisation en 3D de vos produits. Demain, on fera un shoot sans faire de vrais shoots photos, vous allez juste avoir les modèles 3D de vos produits comme avec Infinite et être capable tout simplement de faire un shoot de petit déjeuner avec un pack shot, par exemple, pour une boîte de cornflakes ou pour une bouteille de parfum. Donc là, c'est vraiment de simplifier la production at scale de ces assets et vous allez pouvoir re-shooter à l'envie tout au long de l'année quand vous aurez besoin de faire un nouveau kakémono, une nouvelle photo de packaging, une nouvelle vidéo pour les réseaux sociaux. C'est l'essayage virtuel, si on ne peut pas aller en point de vente ou se déplacer pour enrichir un peu cette expérience froide du e-commerce. On va pouvoir visualiser, par exemple, de l'horlogerie à distance avec un filtre en réalité augmentée sur Snapchat, sur Facebook ou d'autres. C'est des avatars, j'en ai parlé avec Animatico, par exemple en Suisse. Et c'est les NFT et le métaverse ou les métaverses ou les miniverses, devrais-je dire, puisqu'il n'y a pas un site aujourd'hui de métaverse. On voit que cette réalité augmentée, elle est déjà courante dans le commerce.
On va pouvoir tester des lunettes à distance, des vêtements à distance, du maquillage à distance, des colorations de cheveux à distance. Et là, on l'a vu avec L'Oréal et Modiface, par exemple, qui a bien accéléré. Et puis demain, on pourra peut-être aller vers ce fameux métaverse, même si l'expression est mal choisie, puisqu'il n'y a pas un site officiel aujourd'hui qui s'appellerait métaverse. En fait, il y a tout un tas de plateformes qui existent déjà depuis plus de 20 ans pour certaines, avec les acteurs du jeu vidéo, les Sims, on a déjà des univers où on peut créer des choses comme Animal Crossing, comme Roblox, comme Decentraland. On a du gaming pur comme Fortnite, on a Pokémon Go qui va nous permettre d'avoir de la réalité augmentée. Et donc si on regarde bien, même Second Life, ça fait quasiment 20 ans qu'on a tout un tas de plateformes qui réunissent de quelques millions à quelques centaines de millions d'utilisateurs pour jouer, pour échanger, se rencontrer, pour créer ensemble, voire pour travailler, si on pense à Dassault Systèmes avec tout ce qui est jumeaux numériques. Et donc on voit que, évidemment, ces audiences intéressent les marques. Alors on avait eu plusieurs tentatives au début, comme Massive, la régie pub de Microsoft dans les jeux vidéo sur Xbox, entre 2006 et 2010, qui s'est arrêté. Ça peut dire que c'était une mauvaise idée, c'était peut-être un peu trop tôt. Finalement, le métaverse, si on regarde bien l'annonce de Meta, de Facebook, ils nous disent que c'est un chantier de plus de 10 années qui viennent avec plus de 10 000 personnes et 10 milliards par an. Il y a encore 13 barrières techniques à franchir. On pense surtout au casque ou au masque, qui deviendra peut-être des lunettes de plus en plus légères et discrètes. C'est un mélange de gaming et de 3D, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de jumeaux numériques. Donc on n'y est pas encore totalement. Ça va prendre du temps. Il y aura quelques gagnants et beaucoup de perdants. On voit que Disney, Nvidia, Microsoft, Facebook, tout le monde est en train d'accélérer sur le sujet. Maintenant, effectivement, si vous me demandez est-ce que la semaine prochaine, il faut aller sur le ou les métavers, je vous dirais déjà tester, expérimentez et posez-vous surtout la question de qu'est-ce que vous pouvez réellement apporter en tant que marque aux utilisateurs. Trop souvent, on va être le premier à y être. On veut planter son bâtiment, son île, son drapeau sans trop savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté. Demandez-vous si la communauté a vraiment envie de vous voir arriver. Et si c'est pour faire un magasin dans un univers virtuel, il y a plus efficace, le vôtre en vrai ou tout simplement votre application mobile ou web. Demain, le métaverse, c'est pas juste mettre un casque et s'isoler comme dans Matrix avec un masque. Il faut se dire que ça, c'est où on en est aujourd'hui. L'objectif, et c'est Meta qui le montre ici, c'est bien demain de pouvoir connecter, de fusionner le digital et le réel en un seul environnement. C'est pouvoir sans masque, alors là c'est peut-être des lunettes, ou via un hologramme, pouvoir tout simplement manipuler des données, manipuler des fichiers en 3D et pouvoir interagir avec tout simplement un collègue en hologramme qui lui peut être à distance. C'est un petit peu le zoom amélioré, et donc ça effectivement ça va prendre encore quelques années avant que la technologie soit prête. Évidemment, à côté du métaverse, on a un autre sujet qui est celui de la blockchain et des NFT, les non-fungible tokens, cette capacité finalement à créer un cybernotaire, un droit de propriété de fichiers numériques, soit pour l'art, soit pour le luxe, et on va pouvoir posséder le droit de propriété d'une paire de baskets en pixels chez Gucci pour $12 qu'on va pouvoir mettre sur Instagram ou dans Roblox ou revendre. C'est des cartes de foot collector avec Sora, une start-up qui fait déjà une valorisation à plus de 4 milliards d'euros. C'est demain de la mode numérique, et on a vu Nike qui vient d'acheter par exemple la start-up Artefact, RTFKT, qui faisait des chaussures en pixels, des chaussures numériques, et qui faisait déjà plus de 25 millions de dollars par mois. Évidemment, dans cette ruée vers l'or, vers les NFT, les métaverses, il y aura aussi beaucoup d'arnaques, on en voit énormément en ce moment, beaucoup d'échecs. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas intéressant, je suis juste en train de dire soyez prudents quand vous y allez, prenez le temps de bien réfléchir, comment y aller, pourquoi y aller, avec qui. Moi, j'aime plutôt cette vision de Samsung que celle de Meta, qui nous dit qu'il n'y aura pas un métaverse, mais il y aura en fait énormément de recettes différentes avec une grande boîte à outils d'ingrédients que sont l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la 3D, le gaming, le streaming, les avatars, les deepfakes, les NFT et la blockchain. Et là, c'est autant de startups, autant d'acteurs qui vont s'amuser à les remixer pour inventer la façon tout simplement de se divertir, de s'informer, de communiquer, de travailler, de créer ensemble. Et il y a beaucoup de choses. Pour terminer, le marketing, c'est aussi leverager la puissance de la data et de l'intelligence artificielle. C'est utiliser cette data au service du client, comme le fait si bien Amazon avec cet achat en un clic, avec la livraison avec Amazon Prime, avec la livraison dans votre maison, votre garage ou votre auto avec Amazon Key, avec Alexa, achat en un mot, avec Amazon Go, ces magasins sans caisse, où avec du computer vision, on va détecter ce qu'on a pris dans le magasin. C'est finalement demain
personnaliser non seulement votre marketing, vos campagnes, mais aussi votre expérience. Aujourd'hui, la homepage de Netflix, de Spotify, d'Amazon va être différente en fonction de l'utilisateur grâce à la data, grâce à l'IA. Et cette IA, elle nous rend plus efficaces et plus rentables. Amazon, pour générer 10 millions de dollars de revenus, même s'ils ont plus d'1,6 million de salariés, eh bien, ils ont aussi 200 000 robots qui vont leur permettre d'être plus rentables que Macy's ou Sears, tout simplement en augmentant le pouvoir, les capacités de l'humain grâce à l'IA et grâce à la data. Cette data, on peut la traquer un petit peu partout, sur son site web, dans son magasin, via les paiements, en passant des questionnaires, en écoutant ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et effectivement, l'idée, c'est d'arriver à un diagnostic en temps réel. Par exemple, en beauté, on va pouvoir passer de vendre un produit standard à analyser votre peau, comme le fait L'Oréal par exemple avec Modiface, voire la suivre au quotidien pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir recommander, pour pouvoir connaître son client. On va vraiment passer de la transaction à la relation personnalisée. C'est aussi la gym qui a évolué pendant le Covid. D'un seul coup, on ne pouvait plus aller en salle, et bien d'un seul coup, on a de la gym connectée avec des appareils connectés, avec des cours, avec des coachs en live streaming. On a vu Lululemon par exemple racheter une start-up de miroirs connectés, Mirror, pour plus de 500 millions de dollars. C'est cette IA, cette voice qu'on va retrouver dans ces enceintes connectées. Donc demain, on a une tête de gondole chez nous pour avoir de l'information, pour avoir du service, pour avoir du conseil, pour booker des rendez-vous, pour pourquoi pas acheter avec la voix. Alors cette année, on voit que ça accélère un petit peu moins. C'est personnaliser du coup son marketing en affinant le ciblage, en personnalisant les campagnes médias, en adaptant son site ou ses actions CRM. Et puis cette data, elle n'est pas que marketing. Il ne faut pas oublier qu'on a de la data produit, de la data financière, de la data logistique, de la data industrielle. Et donc il va falloir ranger tout ça, il va falloir déjà comprendre le sujet. On voit qu'il y a une nécessité d'acculturer au-delà des experts data et IT, le reste de l'organisation pour comprendre la valeur de la donnée, le jargon de la donnée, comment on la capte, on la collecte, on la stocke, on la transforme, on l'analyse, on la visualise pour rendre son business, pour rendre ses collaborateurs, ses vendeurs plus efficaces. Il va falloir mettre en place une gouvernance de la data. Alors ça fait un petit peu peur, mais c'est de se dire pour chaque métier, on a des applications. En marketing, le PLM, le PIM, le DAM, le Web Analytics. En vente, le RCU, le DMP, le NPS. En R&D, le LIMS. Enfin, bref, chaque métier de l'entreprise a un certain nombre d'applications qui utilisent de la donnée. Cette donnée, il va falloir la définir, la modéliser, la capter, la nettoyer, l'analyser, la stocker, la sécuriser et automatiser idéalement les processus avec un peu d'intelligence artificielle. Ceux qui sauront jouer avec cette donnée gagneront en efficacité, en utilisant du coup l'IA. Une fois que j'ai structuré ma donnée, je peux plugger de l'intelligence artificielle pour transformer mes grands volumes de données en actions intelligentes. Et je vais pouvoir être plus agile, plus scalable, plus rentable face à des entreprises traditionnelles ou industrielles qui resteront sur une problématique linéaire. Dans le retail, c'est énormément de choses. Je vais pouvoir personnaliser en temps réel ma publicité, je vais pouvoir fluidifier mon passage en caisse de manière automatisée, je vais pouvoir avoir un chatbot intelligent en service client, je vais pouvoir optimiser mes prix en temps réel, pouvoir optimiser ma logistique, avoir une meilleure analyse des parcours clients et des profils des clients. Et puis, ce n'est pas complètement nouveau, l'IA. Quand vous utilisez Uber, un chatbot ou Alexa, c'est déjà de l'intelligence artificielle, du computer vision, de la reconnaissance NLP de langage. C'est demain, pourquoi pas, la robotique aussi dans ce qui nous entoure. Et donc là, on voit Boston Dynamics demain pour remplacer dans des endroits un peu dangereux sur site de production, pour des tâches pénibles en usine, pour pourquoi pas livrer tout simplement les gens. C'est demain, on est en train de le voir, les débuts, voire l'accélération du transport routier autonome. Et là, on a vu TU Simple commencer à avoir 4 hubs de livraison au sud des États-Unis avec du poids lourd. On a vu Gatik aussi faire de la livraison plus proche de nous, la livraison du dernier kilomètre avec Nouro, qu'on est à sa 3e génération. Ce qui nous semblait encore un délire prospectif en 2018 au CES avec ces navettes autonomes qui nous amènent des petits robots chiens autonomes. Mais en fait, c'est en train de devenir la réalité. Hyundai vient de racheter Boston Dynamics et nous propose des capsules autonomes qui sont capables de transporter des personnes ou du fret, qui peuvent s'ajouter ou s'agréger dans une navette, et on peut avoir ce chien robot qui vient jusqu'à chez nous. Alors tout ça, évidemment, ça nous fait rêver ou ça nous fait un peu peur, mais évidemment, l'important, c'est de ne pas oublier, de ne pas brûler les étapes et de bien commencer par sa small data. Le SEO, le SIA, le référencement, l'achat média, le CRM, ses fiches produits, ses visuels produits, son web analytics.
Des fois, c'est le plus simple qui est l'ami du bien. Je suis sûr que vous avez vu que Carrefour est en train d'aller sur les Metaverse avec Sandbox. Et pourtant, une des campagnes qui a mieux marché cette année chez eux, c'est tout simplement celle-ci dans YouTube qui consiste à lire le catalogue produit tout simplement en vidéo YouTube. Et donc là, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on a une voix qui est en train de nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans le catalogue. C'est 400 000 à 800 000 vues par vidéo pour quelques milliers d'euros de production. Donc comme quoi, des fois, on veut aussi faire des choses trop sophistiquées quand il n'y en a pas besoin. Évidemment, cette IA, il va falloir la sécuriser. Si demain, j'accède aux données où je peux les modifier, je pourrais, par exemple, créer des fausses vidéos de la reine-mère, par exemple, qui fait un TikTok. On se doute bien que c'est pas elle. Je pourrais hacker votre voiture, par exemple, et l'envoyer dans le mur à 130 km/h. Donc cette IA, elle est pas un sujet juste technologique, elle est un sujet de société. En termes d'éthique, de sécurité, de responsabilité, de limite de projet de société, d'emploi et de souveraineté, il va falloir se poser des vraies questions sur qu'est-ce qu'on délègue à l'algorithme, quels sont les biais de ces algorithmes. Et derrière le marketing dont je vous ai parlé ce matin, il y a évidemment ce commerce omnicanal et ce service, cette expérience client omnicanal à lancer. En conclusion, j'adore cette citation de l'organisateur du CES de Las Vegas qui nous disait « Je comprends les grandes marques qui ne sont pas venues cette année, pourtant toutes les startups étaient là. Dites-vous juste que l'innovation is messy. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas moyen d'innover sans salir les mains. À un moment, il faut aller tester les choses, remonter les manches. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas devenir musclé la semaine prochaine. On ne peut pas se transformer en termes de marketing la semaine prochaine. Même si vous avez des milliards, vous ne serez pas musclé la semaine prochaine. Il y a un travail de fond à faire, un travail régulier. Et évidemment que la technologie aura un rôle prépondérant et en même temps, la technologie n'est qu'un moyen, ce n'est pas un objectif, donc il faut se poser la question à quoi elle répond et si elle apporte vraiment de la valeur ajoutée. Et puis il faudra peut-être trouver le bon compromis entre le confort du virtuel, on le voit avec les réseaux sociaux ou le métaverse, et la nécessité de l'humanité du réel. Je pense que on est des êtres humains, on a besoin de convivialité, d'échange, de proximité, de chaleur. Bref, je resterai sur cette dernière réflexion. Aujourd'hui, dans un monde en changement perpétuel, permanent, il va falloir apprendre plus vite que la concurrence, mais surtout agir plus vite sur base de ces apprentissages pour inventer le business, le marketing de demain. Voilà, je vous remercie. C'était Emmanuel Vivier du Hub Institute et je suis ravi encore une fois de lancer ce membership en Suisse avec Thierry, avec Victoria. Je pense qu'on a énormément de choses à partager avec vous et puis évidemment beaucoup de choses à apprendre aussi de votre marché. À très bientôt.